Crime et châtiment par Fiodor Dostoïevski. Partie 3 du livre audio. Chapitre 4. Cette lecture l'avait profondément ému. Quant au point principal, cependant, il n'en douta pas un instant, même pendant qu'il lisait la lettre. La question en elle-même était résolue pour lui, et résolue définitivement. Ce mariage ne se fera pas tant que je vivrai. Et au diable, le sieur Loudjine !» Car c'est évident, murmurait-il, souriant et supputant d'avance, avec méchanceté, le succès de sa décision. Non, la maman, non, Dounia, vous ne m'abuserez pas. Et elle cherche encore à s'excuser de ne m'avoir pas demandé mon avis et d'avoir décidé l'affaire sans moi. Comment donc ? Elle pense qu'il n'est plus possible de rompre maintenant ? Possible ou pas possible, nous le verrons bien. Quelle excuse capitale ? Car c'est un homme d'affaires, Piotr Petrovitch, un homme tellement affairé qu'il ne peut se marier autrement qu'en chaise de poste, voire en chemin de fer. Non, Donetchka, je vois tout, et je sais tout ce que tu as à me dire. Je sais à quoi tu as réfléchi toute la nuit, en marchant de long en large dans la chambre, et pour qui tu as prié devant l'icône de Notre-Dame de Kazan, qui se trouve dans la chambre à coucher de la maman. Il est bien dur de gravir le Golgotha. Ainsi donc, c'est décidé définitivement. Vous épousez un homme d'affaires, un homme positif, Avdotia Romanovna, un homme qui possède son capital propre, qui possède déjà son capital propre. Cela fait plus posé, plus impressionnant. Il travaille dans 2 entreprises et il partage les convictions de nos dernières générations, comme écrit la maman. Et il est, croit-elle, bon, comme remarque Dounia elle-même. Ce croit-elle, c'est plus splendide que tout. Et cette même Dounetchka va épouser ce croit-elle. Splendide, splendide. Curieux, quand même, pourquoi la maman m'a raconté ces nouvelles générations. Est-ce simplement pour définir le personnage ou dans un but plus éloigné ? Me disposer favorablement à l'égard de Loudjine ? Ah, les malignes ! Il serait curieux d'élucider une circonstance encore. Jusqu'à quel point se sont-elles ouvertes l'une à l'autre, ce jour-là, cette nuit-là, et pendant tout le temps qui a suivi ? Tous les mots ont-ils été prononcés entre elles ? Ou bien toutes deux ont-elles compris qu'elles ont la même chose sur le cœur et dans l'esprit, qu'il n'y a plus rien à dire et qu'il est inutile de parler ? C'était probablement bien ainsi. On voit ça à la lettre. Il a semblé rude à la maman, un peu. Et la naïve maman ne va-t-elle pas faire des réflexions à Dounia ? Et celle-ci, évidemment, s'est fâchée et a répondu avec quelque dépit. Comment donc ? Qui ne se mettrait en rage quand l'affaire est évidente, sans tergiversation possible, alors que c'est déjà décidé, et qu'il est inutile de parler. Et que m'écrit-elle là ? Aime Dounia, Rodia, car elle t'aime plus qu'elle m'aime. N'est-ce pas le remords qui la tourmente secrètement ? Le remords de s'être résolue à sacrifier sa fille à son fils. Tu es notre espoir, tu es tout pour nous. Ah, la maman ! La colère montait en lui de plus en plus, et s'il avait en ce moment rencontré M. Loudjine, il lui semblait qu'il l'aurait tué. C'est vrai, continua-t-il, suivant le tourbillon de sa pensée. C'est vrai que, pour connaître quelqu'un, il faut prendre contact progressivement et prudemment. Mais M. Loudjine est clair. Surtout, c'est un homme affairé. Et, croit-elle, bon. Ce n'est pas une paille. Il prend le transport des bagages sur soi. Il fait parvenir le grand coffre à ses frais. Comment ne serait-il pas bon ? Et elles deux, la fiancée et la mère, louent un moudjik, avec une télègue couverte de nattes. Je sais comment cela va, là-bas. Ce n'est rien. Il n'y a que 90 verstes, et de là, nous continuerons très bien en 3e classe. Quelques 1000 verstes.
Et c'est raisonnable, bien obligé de faire avec ce que l'on a. Mais, monsieur Lugin, et alors quoi? Elle est quand même votre fiancée. Et vous ne pouviez pas ne pas savoir que la mère emprunte de l'argent sous la garantie de sa pension? Évidemment, vous avez ici une affaire commerciale commune, une entreprise à avantage absolu et à parts égales. Alors, les frais par moitié? Le pain et le sel en commun, mais le tabac séparément, d'après le dicton? Pour ce cas-ci, l'homme d'affaires les a tant soit peu trompés. Le bagage coûte moins cher que leur transport personnel et sans doute, même, ne lui coûtera-t-il rien du tout. Ne voient-elles donc rien ou ne veulent-elles pas voir? Et pensez que ce ne sont là que de petites fleurs et que les véritables fruits sont encore à venir. Quelle est la question importante ici? Ce n'est nullement l'avarice, la rapacité, mais le ton de tout cela. Car c'est cela l'avenir, c'est ce qui sera après le mariage. Ceci est augural. Et la maman, pourquoi triomphe-t-elle en somme? Avec quoi va-t-elle arriver à Pétersbourg? Avec 3 roubles d'argent ou avec 2 billets, comme dit l'autre? La vieille? De quoi espère-t-elle vivre à Pétersbourg ensuite? Car elle a déjà pu deviner, je ne sais selon quels indices, qu'il lui sera impossible de vivre avec Dounia après les noces, même au début. Le cher homme s'est sans doute trahi, ici. Il a fait ses preuves, quoique la maman s'en soit défendue. Mais, dit-elle, je refuserai. À quoi pense-t-elle? Sur qui compte-t-elle? Sur les 120 roubles de la pension, à diminuer de la dette à Afanasi Ivanovitch? Elle tricote bien ses fichus d'hiver et elle brode des manchettes en usant ses vieux yeux. Mais ces fichus-là n'augmentent la pension que de 20 roubles par an. Je le sais bien, moi. Alors, c'est quand même sur la noblesse de M. Lugin qu'elle compte. Il m'invitera de lui-même. Il te suppliera sans doute. Compte dessus. Et c'est ainsi que cela se passe chez ces admirables âmes à la Schiller. Elles vous ornent le personnage de Plume de Pan jusqu'au dernier moment. Elles comptent sur le bien et non sur le mal, quoiqu'elles pressentent le revers de la médaille. Mais jamais elles ne se diront le mot véritable. Sa seule pensée les crispe. Elles se défendent de la vérité des pieds et des mains jusqu'à ce que le personnage ainsi orné leur pose lui-même un crapaud dans l'assiette. Il serait curieux de savoir si M. Lugin est décoré. Je parie qu'il a l'ordre de Sainte-Anne et qu'il le porte au dîner d'entrepreneurs et de marchands. Et il le portera sans doute au mariage. Après tout, qu'il aille au diable. Laissons la maman, que le Seigneur soit avec elle, c'est ainsi qu'elle est. Mais Dounia, que faites-vous? Dounia, chérie, je vous connais. Vous aviez déjà 19 ans passés quand je vous ai vue la dernière fois, mais je vous avais déjà comprise. La maman écrit que Dounetchka saura beaucoup supporter. Si elle a su supporter M. Svidrigailov avec tous ses désavantages, c'est que, réellement, elle sait supporter beaucoup. Et maintenant, vous avez imaginé, avec la maman, que vous saurez supporter aussi M. Lugin. M. Lugin, qui expose des avantages de prendre femme parmi les miséreuses à combler de bienfaits par le mari, et qui l'expose presque à la première entrevue. Mettons que cela lui ait échappé, bien qu'il soit un homme rationnel. Mais alors, peut-être que cela ne lui a pas échappé du tout, et qu'au contraire, il avait l'intention de s'expliquer le plus rapidement possible. Et Dounia, alors? Dounia, elle. Pour elle, l'homme est clair, et il faudra vivre avec cet homme. Elle aurait mangé du pain noir et bu de l'eau, mais son âme, elle ne l'aurait pas vendue. Mais sa liberté morale, elle ne l'aurait pas échangée contre du confort, ni donnée pour tout le Schleswig-Holstein, et non seulement pour M. Lugin. Non, Dounia n'est pas ainsi, tant que je l'ai connue, et évidemment, elle n'a pas changé maintenant. Est-il nécessaire de le dire? Les Svidrigailov, c'était pénible. C'était pénible de traîner toute sa vie comme gouvernante, de district en district, pour 200 roubles. Mais je sais quand même que ma sœur se serait faite le nègre d'un planteur ou d'un laiton misérable au gage d'un Allemand de la Baltique plutôt que d'avilir son esprit et son sens moral en se liant pour toujours,
par avantage personnel, avec un homme qu'elle ne respecte pas et avec qui elle n'a que faire. Et même si M. Luzhin était coulé tout entier en or pur ou taillé dans un diamant, elle n'aurait pas voulu devenir la concubine légale de M. Luzhin. Pourquoi consent-elle maintenant? Que cache-t-on ici? Quelle est la solution de la devinette? L'affaire est claire. Pour soi-même, pour son confort personnel, même pour sauver sa vie, elle ne se vendrait pas. Mais pour un autre, elle se vend. Pour quelqu'un de cher, d'adoré, elle se vendrait. Voilà en quoi consiste tout notre secret. Pour son frère, pour sa mère, elle se vendrait. Elle vendrait tout. Oh, au besoin, nous saurions comprimer un peu notre sens moral, notre liberté, notre tranquillité et même notre conscience. Tout cela à la friperie. Gâcher la vie, pourvu que ces êtres chers soient seulement heureux. Mais ce n'est pas tout. Nous inventerons une casuistique propre. Nous nous instruirons chez les jésuites et, sans doute, nous nous calmerons pour quelque temps. Nous nous convaincrons que c'est réellement ainsi que cela doit être, car la fin est bonne. Voilà comment nous sommes, et tout est limpide comme du cristal. Bien sûr, il s'agit de Rodion Romanovitch Raskolnikov. Et c'est lui qui est au premier plan. Comment donc? Elle peut assurer son bonheur, payer ses études, le faire associer dans une entreprise, lui enlever tout souci de l'avenir. Sans doute deviendra-t-il riche plus tard et terminera-t-il sa vie en homme honorable, respecté et peut-être même célèbre. Et la mère? Mais il y a Rodia, l'inestimable Rodia, l'aînée. Comment ne pas sacrifier même une telle fille à un tel premier-né? Oh, cœur cher et injuste! Et quoi encore? Sonetchka Marmeladovna. Sonetchka éternelle, tant que le monde sera monde. Et ce sacrifice-là, vous l'avez bien mesuré? Oui? Est-il à la mesure de vos forces? Sera-t-il efficace? Est-il raisonnable? Conceviez-vous, Dunetchka, que le sort de Sonetchka n'est pire en rien que le vôtre avec M. Luzhin? Il n'est pas question d'un violent amour, écrit la maman. Et si non seulement il n'est pas question d'un violent amour, mais au contraire, s'il y a déjà de l'aversion, du mépris, du dégoût, alors quoi? Il n'en sortira que, à nouveau, il faudra observer la propreté. N'est-ce pas ainsi? Comprenez-vous ce que signifie pareille propreté? Comprenez-vous que la propreté Luzhin et la propreté Sonetchka, c'est la même chose? Et peut-être même pire, plus sordide, plus vile, car chez vous, Donetchka, il y a quand même le calcul d'un surplus de confort, et là, il s'agit simplement de crever de faim ou non. Elle coûte cher, bien cher, pareille propreté, Donetchka. Et après, si c'est au-dessus de vos forces, vous vous repentirez? Toute la douleur, la tristesse, les malédictions, les larmes, tout cela caché de tous, car quand même, vous n'êtes pas Marfa Petrovna. Et qu'adviendra-t-il de la mère? Car elle est déjà maintenant inquiète et torturée. Et alors, quand elle verra clair? Et moi? Ah, mais ça! Ah, mais qu'avez-vous donc bien pu penser de moi? Je ne veux pas de votre abnégation, Dunetchka. Je n'en veux pas, la maman. Cela ne sera pas tant que je vivrai. Cela ne sera pas. Cela ne sera pas. Je n'accepte pas. Subitement, il reprit ses sens et s'arrêta. Cela ne sera pas? Et que feras-tu pour que cela ne soit pas? Tu le défendras? Et de quel droit? Que peux-tu leur promettre de ton côté pour avoir ce droit-là? De leur consacrer toute ta vie, tout ton avenir, dès que tu auras fini tes études et obtenu une place? Connu, sornette que tout cela. Et maintenant? C'est tout de suite qu'il faut faire quelque chose. Ne le comprends-tu pas? Tu les dépouilles toi-même. L'argent, lui, s'obtient au prix de la pension hypothéquée et des Svidrigaïlov. Comment vas-tu les protéger contre les Svidrigaïlov? Contre Afanasi Ivanovitch Vakrouchine? Toi, futur millionnaire, toi, Zeus, disposant de leur destinée?
Dans 10 ans? Mais dans 10 ans, ta mère sera aveugle à force de fichus, et sans doute de larmes. Elle aura dépéri à force de jeûne. Et ta sœur? Eh bien, imagine-toi un peu ce qui peut advenir de ta sœur dans 10 ans, ou pendant ces 10 ans. Tu as deviné? Ainsi s'excitait-il et se torturait-il lui-même, non sans quelque délectation. Du reste, toutes ces questions n'étaient ni neuves ni imprévues, mais bien anciennes et maintes fois ressassées. Il y a déjà longtemps qu'elle lui déchirait le cœur. Il y avait déjà très longtemps qu'était née cette angoisse, qu'elle s'était développée, s'était accumulée et, ces derniers temps, elle avait mûri et s'était concentrée, prenant la forme d'une terrible, d'une féroce, d'une fantastique question. Question qui avait harassé son cœur et sa tête et qui demandait une solution immédiate. La lettre de sa mère l'avait secoué comme un coup de foudre. Il était clair que ce n'était pas le moment de se livrer à l'angoisse, à la souffrance intellectuelle passive devant l'insolubilité de la question. Mais qu'il fallait au plus vite faire quelque chose. Agir tout de suite. Il fallait à tout prix se décider à quelque chose, ou bien, tout à fait renoncer à la vie, s'exclama-t-il hors de lui-même, accepter son sort avec résignation, comme il est, une fois pour toutes. Tout étouffer en soi-même, renoncer à agir, à vivre, à aimer. Comprenez-vous, monsieur, ce que cela signifie quand on ne sait plus où aller? Se rappela-t-il en pensant tout à coup à la question que Marmeladov lui avait posée la veille. Car il faut bien que chacun puisse aller quelque part. Tout à coup, il frissonna. Une idée, l'idée d'hier, repassa rapidement dans sa mémoire. Mais ce ne fut pas l'idée qui le fit frissonner. Il savait bien, et il pressentait qu'elle reviendrait nécessairement, et il l'attendait. Et puis, elle ne datait nullement d'hier. La différence était dans ce qu'il y avait un mois, et hier même, ce n'était encore qu'un rêve, tandis qu'à présent, il ne le voyait plus comme un rêve, mais sous un aspect terrible, totalement inconnu. Il le pressentit, il ressentit un choc intérieur et sa vue se troubla. Il regarda hâtivement autour de lui. Quelque chose lui manquait. Il voulait s'asseoir et cherchait un banc. Il était en ce moment au boulevard K et aperçut un banc à 100 de pas. Il y alla aussi vite qu'il put, mais en chemin, il se produisit un incident qui retint pendant quelques minutes toute son attention. En cherchant le banc des yeux, il avait remarqué une femme qui marchait à 20 de pas devant lui, mais son attention ne s'y arrêta pas tout d'abord. Comme d'ailleurs, elle ne s'attachait à rien de ce qui se passait devant ses yeux. Il lui était arrivé bien des fois, par exemple, de rentrer chez lui sans se rappeler le chemin suivi, et il ne prenait plus garde à cette inattention. Mais cette femme, qui le précédait, avait quelque chose d'étrange qui attirait les regards, et son attention se fixa peu à peu sur elle. D'abord de mauvaise grâce, et avec quelque dépit, et ensuite avec de plus en plus d'intensité. Il voulut tout à coup savoir ce qui, en fin de compte, lui paraissait étrange en elle. C'était probablement une jeune fille, une adolescente. Elle marchait en plein soleil, nu-tête, sans ombrelle et sans gants, et elle balançait drôlement ses bras. Elle était vêtue d'une robe de soie légère, mais celle-ci était bizarrement mise, à peine boutonnée, déchirée derrière, près de la taille. Tout un morceau d'étoffe pendait et flottait. Un petit fichu entourait son cou nu, mais il était mis tout de travers. Enfin, le pas de la jeune fille n'était pas ferme. Elle trébuchait et vacillait dans tous les sens. Raskolnikov eut finalement son attention complètement éveillée. Il arriva à sa hauteur, tout près du banc, où elle venait de s'affaler dans le coin, la tête renversée sur le dossier, les yeux fermés, apparemment épuisée à l'extrême. Après l'avoir examinée, il vit tout de suite qu'elle était ivre. Cette scène était étrange et atroce. Il se demanda s'il avait bien vu. Il avait devant lui un petit visage,
très jeune, 16 ans tout au plus, 15 peut-être. Un joli, un mince visage de blonde, mais tout échauffé et bouffi. La jeune fille ne semblait plus consciente. Elle croisait les jambes plus qu'il ne fallait. Elle ne se rendait évidemment pas compte qu'elle se trouvait en rue. Raskolnikov ne s'assit pas, mais ne voulant pas partir, resta perplexe devant elle. Ce boulevard était toujours peu fréquenté et maintenant, à 2 heures de l'après-midi et par cette chaleur, il était tout à fait désert. Toutefois, à l'écart, à une quinzaine de pas, sur le côté de l'allée, s'était arrêté un monsieur qui, visiblement, voulait aussi approcher la jeune fille dans une intention quelconque. Il l'avait probablement vue également et avait voulu la rejoindre, mais Raskolnikov l'avait gêné. Il lui jetait des regards furieux, essayant toutefois que l'autre ne les remarquât pas, et attendait impatiemment son tour, et que le fâcheux déguenillé s'en aille. La situation était évidente. Le monsieur avait une trentaine d'années. Il était gras, pétri de sang et de lait. Il avait des lèvres roses, des petites moustaches et une mise fort soignée. Raskolnikov s'emporta, se fâcha violemment. Il eut envie de blesser d'une façon ou d'une autre ce dandy grassouillet. Il laissa la jeune fille un moment et s'avança vers lui. « Hé là, vous, Svidrigaïlov, que cherchez-vous ici ?» lui cria-t-il en serrant les poings et en ricanant, les lèvres baveuses de rage. « Que signifie ?» demanda rudement l'homme en fronçant les sourcils et le prenant de haut. « Fichez-moi le camp, voilà tout. Comment oses-tu, coquin ?» Et il leva sa canne. Raskolnikov se jeta sur lui, ne s'étant même pas rendu compte que cet homme solide aurait pu maîtriser facilement 2 hommes de sa force. Mais, en ce moment, quelqu'un le saisit vigoureusement par derrière. C'était un agent. « Allons, messieurs, il est défendu de se battre sur la voie publique. Que vous faut-il ? Qui êtes-vous » demanda-t-il à Raskolnikov avec sévérité après avoir considéré ses haillons. Raskolnikov le regarda avec attention. Il avait une brave figure de soldat, des moustaches blanches et des yeux sensés. « C'est vous qu'il me faut !» s'exclama-t-il, le saisissant par la main. « Je suis Raskolnikov, ancien étudiant. »« Vous pouvez le savoir, » dit-il, s'adressant au monsieur. « Et vous ? Venez, je vais vous montrer quelque chose. » Et il entraîna l'agent par la main vers le banc. « Voilà, regardez, tout à fait ivre, elle est venue par le boulevard. Je ne sais quel est son milieu, mais il ne semble pas qu'elle soit du métier. Le plus probable, c'est qu'on l'a fait boire, et puis qu'on en a abusé. La première fois, vous comprenez ? Et puis on l'a lâchée, ainsi, dans la rue. Regardez comme la robe est déchirée. Regardez comme elle en est revêtue. Elle a été habillée, ce n'est pas elle-même qui s'est vêtue ainsi, et ce sont des mains inexpérimentées qui l'ont fait, des mains d'homme. Cela se voit. Et maintenant, regardez par là. Ce dandy, avec lequel je voulais me battre, m'est inconnu. C'est la première fois que je le vois. Mais il a aussi remarqué en chemin la jeune fille, ivre, inconsciente, et il a fortement envie de l'approcher et de l'entraîner. Tant qu'elle est dans cet état-là. C'est certainement ainsi, croyez-moi, je ne me trompe pas. J'ai moi-même vu comme il l'observait et la surveillait. Mais je l'ai gêné, et il attend que je m'en aille. Le voilà maintenant qui s'est écarté et fait semblant de rouler une cigarette. Comment faire pour l'empêcher d'emmener la jeune fille ? Comment la reconduire chez elle ? Réfléchissez un peu. L'agent avait immédiatement tout compris. L'attitude du gros monsieur était évidente. Il restait la jeune fille. Le vieux soldat se pencha sur elle pour l'examiner de plus près, et une réelle compassion se peignit sur ses traits. « Quelle misère !» dit-il, branlant la tête. « Tout à fait une enfant. On l'a trompée, pour sûr. »« Écoutez, mademoiselle, » se mit-il à appeler, « où habitez-vous » La jeune fille ouvrit des yeux fatigués et hagards, regarda stupidement ceux qui la questionnaient, et fit de la main le geste de les chasser. « Voilà, » dit Raskolnikov. Il fouilla dans sa poche, sortit 20 kopecks que, par chance, il avait encore.
Voilà, prenez un fiacre et dites au cocher de la ramener à son adresse. Seulement, il nous faut connaître son adresse. Mademoiselle ? Mademoiselle, recommença l'agent, ayant accepté l'argent. Je prendrai tout de suite un fiacre et je vous reconduirai moi-même. Où désirez-vous aller ? Comment ? Où demeurez-vous ? La paix. M'ennuie, murmura la jeune fille, et elle secoua de nouveau sa main. Ah là, là, comme c'est mal. Vous n'avez pas honte, mademoiselle ? Quelle honte ! Il branla de nouveau la tête, apitoyé et indigné. En voilà un problème, fit-il, s'adressant à Raskolnikov. Puis, d'un coup d'œil, il réexamina celui-ci des pieds à la tête. Sans doute lui sembla-t-il vraiment étrange de porter de telles guenilles et de donner de l'argent. « Est-ce loin que vous l'avez trouvée ?» lui demanda-t-il. « Je vous le dis, elle marchait devant moi sur le boulevard. Parvenue au banc, elle s'y effondra. Quelle mœurs maintenant de par le monde ! Mon Dieu, quelle honte ! Si jeunette et déjà ivre. Trompée, c'est bien ça. Voilà la robe qui est déchirée. Quelle débauche par ces temps-ci. Et probablement de bonne naissance, des gens ruinés, sans doute. Il y en a beaucoup comme ça maintenant. Elle semble être choyée, comme une demoiselle. Et il se pencha de nouveau sur elle. Peut-être avait-il aussi des filles comme elle, comme des demoiselles, et l'air choyé, avec des allures de jeunes filles bien élevées. Ce qui est surtout important, s'inquiétait Raskolnikov, c'est de ne pas la laisser à ce goujat, car il va l'outrager. Cela crève les yeux, ce qu'il veut. La canaille, il ne part pas. Raskolnikov parlait haut en le montrant de la main. L'autre entendit, voulut se fâcher à nouveau, mais se ravisa et se contenta d'un regard plein de mépris. Ensuite, il s'écarta encore de 10 pas et s'arrêta à nouveau. « Ne pas la lui donner, c'est possible, » répondit le sous-officier pensivement, « pourvu qu'elle dise où la mener, car sinon... »« Mademoiselle ? Hé, mademoiselle !» dit-il de nouveau. La jeune fille ouvrit brusquement les yeux, comme si elle venait de comprendre quelque chose. Elle se leva du banc et se mit à marcher dans la direction d'où elle était venue. « Ah, les effrontés ! Ils m'ennuient !» articula-t-elle avec le même geste de la main. Elle marchait vite en vacillant aussi fort qu'auparavant. Le dandy la suivit, sans la perdre des yeux. Mais il prit l'autre allée. « Ne craignez rien, je ne le laisserai pas faire, » dit le vieux soldat moustachu avec décision, et il les suivit. « Quelle dépravation, ces temps-ci !» répéta-t-il à haute voix en soupirant. À cet instant, Raskolnikov sentit une impulsion soudaine qui le retourna complètement. « Écoutez un peu ! Hé, là !» cria-t-il au vieux soldat. Celui-ci revint sur ses pas. « Laissez tomber. Pourquoi ? Laissez-le s'amuser un peu. » Il montra le dandy. « Qu'est-ce que ça peut vous faire ?» L'agent ne comprenait pas, et il le regardait avec des yeux ronds. Raskolnikov se mit à rire. « Hé hé !» fit le vieux soldat. Et, après un geste de la main, il se remit en route derrière le dandy et la jeune fille, prenant sans doute Raskolnikov pour un fou ou quelque chose de pire encore. « Il a emporté mes 20 kopecks, » dit Raskolnikov avec rancœur quand il fut seul. « Qu'il en prenne autant de l'autre, qu'il laisse la fille aller avec lui et que c'en soit fini. Que me suis-je mêlé de l'aider ? Est-ce à moi d'offrir mon aide ? Ai-je le droit de secourir ? Qu'ils s'entre-dévorent les uns les autres tout vifs, qu'est-ce que cela peut me faire ? Et comment ai-je osé me départir de ces 20 kopecks ? Était-il donc à moi ? » Malgré ces étranges paroles, il eut une sensation très pénible. Il s'assit sur le banc resté vide. Sa pensée était éparpillée. Il lui était difficile, pour l'instant, de concrétiser la maudite pensée. Il aurait voulu oublier tout, s'endormir, et puis se réveiller et recommencer sa vie. « Pauvre petite !» dit-il, jetant un coup d'œil sur le coin du banc, à présent inoccupé. « Elle reviendra à elle, pleurera,
Ensuite, sa mère, n'ignorant plus rien, la battra d'abord, puis la fouettera douloureusement et ignominieusement et sans doute la chassera. Et si elle ne la chasse pas, alors l'affaire sera quand même flairée par les Daria Franzevna. Et voilà la petite passant de main en main. Alors, tout de suite, l'hôpital, et c'est toujours ainsi avec celles qui ont des mères très vertueuses et qui polissonnent en cachette. Et alors, de nouveau l'hôpital, le vin, les cabarets, et de nouveau l'hôpital. Dans 2, 3 ans, la voilà mutilée, après avoir vécu 18 ou 19 ans en tout et pour tout. En ai-je vu ainsi? Et comment fait-on pour qu'elle soit ainsi? Ah, après tout, laissons. C'est ainsi que cela doit être. Un certain pourcentage, dit-on, doit s'en aller chaque année. Au diable, sans doute, pour rafraîchir les autres et ne pas les gêner. Un certain pourcentage. Ils ont de bien gentils mots. Ils sont si apaisants, si scientifiques. On vous dit un certain pourcentage, et il ne faut donc plus s'en préoccuper. Si, parfois, on employait un autre mot, alors ce serait peut-être plus inquiétant. Et qu'arriverait-il si Donetchka tombait dans le pourcentage? Si pas dans celui-ci, dans un autre. Mais où vais-je? Se demanda-t-il brusquement. Bizarre, je suis bien sorti dans un but. Après avoir lu la lettre, je suis sorti. J'y suis. J'allais chez Rassoumikin, dans l'île de Vassili. Maintenant, je me rappelle. Mais pourquoi faire, en somme? Et de quelle manière cette idée d'aller chez Rassoumikin m'est-elle venue juste à ce moment? C'est étrange. Il s'étonnait lui-même. Rassoumikin était un de ses anciens camarades d'études. Il était remarquable qu'à l'université, Raskolnikov n'eut presque pas d'amis. Il évitait tout le monde, n'allait chez personne, n'aimait pas recevoir. Du reste, tout le monde se détourna rapidement de lui. Il ne participait ni aux réunions, ni aux conversations, ni aux amusements, ni à rien. Il travaillait beaucoup, sans se ménager, et on le respectait pour cette raison, sans l'aimer. Il était très pauvre, dédaigneux, fier et peu communicatif, comme s'il gardait quelques secrètes pensées. Nombre de ses camarades trouvaient qu'il les considérait comme des enfants, de haut, et comme s'il leur était supérieur en développement intellectuel, en sciences, en convictions, et qu'il traitait leurs idées et leurs intérêts comme quelque chose d'inférieur. Pour quelle raison s'était-il lié avec Rassoumikin? Lié n'est pas le mot, mais il était simplement plus communicatif et plus ouvert avec lui. D'ailleurs, il était impossible d'avoir d'autres relations avec Rassoumikin. C'était un homme extraordinairement gai et expansif, bon jusqu'à la candeur. Du reste, sous cette simplicité, se cachait de la profondeur et de la dignité. Les meilleurs parmi ses camarades le comprenaient. Tout le monde l'aimait. Il n'était pas bête du tout, quoique, en effet, parfois un peu naïf. Son aspect était expressif. Grand, maigre, toujours mal rasé, noir de cheveux. Parfois il se déchaînait et passait pour un Hercule. Une fois la nuit, en joyeuse compagnie, il étala d'un coup de poing un agent de près de 6 pieds et demi de haut. Il savait boire sans frein, mais il savait ne pas boire du tout. Parfois, il polissonnait au-delà des limites permises, mais il pouvait s'en abstenir tout à fait. Rassoumikin était encore remarquable par le fait qu'aucun insuccès ne le troublait jamais et qu'aucune circonstance fâcheuse ne semblait lui peser. Il pouvait loger fût-ce sur le toit, souffrir une faim infernale et un froid extraordinaire. Il était très pauvre et se subvenait à lui-même, se procurant de l'argent par des travaux. Il connaissait une foule de sources où il pouvait puiser de l'argent, en le gagnant, bien entendu. Une fois, il ne chauffa pas sa chambre pendant tout un hiver et assura que c'était plus agréable ainsi, car, dans le froid, l'on dort mieux. Actuellement, il avait été forcé de quitter l'université, mais pas pour longtemps, et il se hâtait, en travaillant de toutes ses forces, à redresser la situation pour pouvoir continuer ses études.
Raskolnikov n'était plus venu chez lui depuis bien 4 mois, et Razum Mikin ne savait même pas où il demeurait. Une fois, il y a 2 mois, ils s'étaient rapidement croisés en rue. Mais Raskolnikov se détourna et passa même sur l'autre trottoir pour qu'il ne le remarquât pas. Razum Mikin, quoique l'ayant bien vu, passa outre, ne voulant pas humilier son ami. Chapitre 5. Il est vrai qu'il y a quelque temps, je voulais demander à Razum Mikin qu'il me trouve du travail. Des leçons, ou n'importe quoi, pensait Raskolnikov. Mais en quoi peut-il m'aider maintenant ? Admettons qu'il me procure des leçons. Admettons même qu'il partage son dernier kopek, s'il en a un, de sorte que je puisse acheter des bottes et remettre mon costume en ordre pour aller aux leçons. Et après ? Que peut-on faire avec quelques pièces de cuivre ? Est-ce cela que je cherche ? Non, il est inutile d'aller chez Razum Mikin. La question de savoir pourquoi il allait chez Razum Mikin l'inquiétait plus qu'il ne se l'avouait. Il cherchait avec angoisse un sens inquiétant à cet acte. À tout prendre ordinaire. Est-il possible que j'aie voulu arranger tout au moyen de Razum Mikin ? Que j'y ai vu la solution ? Se demandait-il avec étonnement. Il méditait, se passait la main sur le front et, bizarrement, comme par hasard, après une longue incertitude, une pensée très étrange lui traversa l'esprit. Chez Razum Mikin, fit-il soudainement, et tout à fait tranquillement, comme s'il s'agissait là d'une résolution définitive. J'irai chez Razum Mikin, évidemment, mais pas aujourd'hui. J'irai chez lui après cela, quand cela sera fait, et que tout ira autrement. Brusquement, il reprit conscience. « Après cela !» s'exclama-t-il, s'arrachant du banc. « Mais cela se fera-t-il donc ? Est-il vraiment possible que cela se fasse ?» Il quitta le banc et se mit en route, presque en courant. Il voulait rentrer chez lui, mais un invincible dégoût le retint. Aller là-bas dans ce coin, dans cette répugnante armoire où cela mûrissait déjà depuis plus d'1 mois, il continua son chemin sans but. Ses frissons nerveux devenaient fébriles. Il avait froid malgré cette chaleur étouffante. Il se mit à observer avec attention les objets situés sur son chemin, avec effort, comme s'il cherchait à tout prix une distraction. Mais cela lui réussissait mal, et il retombait constamment dans son rêve. Quand, après un frisson, il relevait la tête et regardait autour de lui, il oubliait tout de suite à quoi il avait pensé et quel chemin il avait pris. Il traversa ainsi toute l'île Vassili, passa le pont sur la petite Neva et s'engagea dans les îles. La fraîcheur de la verdure plut tout d'abord à ses yeux fatigués, habitués à l'atmosphère poussiéreuse de la ville, à la chaux et au cortège écrasant des gros immeubles. Ici, il n'y avait ni chaleur suffocante, ni puanteur, ni débit de boisson. Mais bientôt cette sensation agréable se mua en impression maladive et énervante. Parfois, il s'arrêtait devant quelques villas revêtues de ces atours de verdure, regardait au travers de la grille. Il voyait des femmes parées sur les terrasses et les balcons et des enfants qui couraient dans les jardins. C'étaient les fleurs qui le retenaient le plus et qu'il regardait surtout. Il rencontrait aussi des calèches somptueuses, des cavaliers et des amazones. Il les suivait des yeux avec curiosité et les oubliait avant qu'ils fussent hors de vue. Un moment, il s'arrêta et compta la monnaie qui lui restait. Il n'avait plus qu'environ 30 kopeks. 20 à l'agent, 3 à Nastasia pour la lettre. Donc j'ai donné 47 ou 50 kopeks hier à Marmeladov, calcula-t-il. Mais il oublia tout de suite dans quel but il avait sorti l'argent de sa poche. Il s'en souvint quand il passa devant une auberge et sentit qu'il avait faim. Il entra, but un verre de vodka et acheta un petit gâteau fourré.
Il l'acheva sur le chemin. Il y avait déjà longtemps qu'il n'avait bu de vodka et l'effet de celui-ci fut immédiat, quoiqu'il n'eût bu qu'un seul verre. Ses jambes se firent pesantes et il éprouva un fort besoin de sommeil. Il se dirigea vers sa demeure. Mais ayant atteint l'île Poètre, il s'arrêta, fatigué à l'extrême. Il quitta la route, s'engagea dans les buissons, se laissa choir sur l'herbe et s'endormit immédiatement. Dans un état morbide, les rêves se distinguent souvent par le relief, la clarté et la grande ressemblance avec la réalité. Il se forme parfois des tableaux horribles, mais la mise en scène et le processus même de la représentation sont si vraisemblables, si pleins de détails tellement délicats et inattendus, mais correspondant si artistiquement à la plénitude du tableau, que celui qui rêve ne saurait en imaginer de pareils, éveillés, fût-il un artiste comme Pouchkine ou Tourgueniev. Ces rêves-là, ces rêves morbides, produisent une forte impression sur un organisme ébranlé et excité et restent longtemps en mémoire. Raskolnikov fit un songe affreux. Il rêva de son enfance, dans sa petite ville. Il a 7 ans et se promène avec son père, hors de celle-ci, vers le soir. Il fait gris, étouffant. Les lieux sont pareils à ceux de ses souvenirs, et même les détails sont moins effacés dans son rêve que dans sa mémoire. La petite ville est bâtie dans une plaine rase, sans même un saule. Très loin, à l'horizon, s'étire la ligne sombre d'un petit bois. À quelques pas du dernier potager de la ville se trouve une taverne, une grande taverne, qui faisait toujours une impression désagréable sur lui, qui l'effrayait même lorsqu'il passait devant la bâtisse en se promenant avec son père. Là, il y avait toujours foule. On braillait, on s'esclaffait, on se querellait. Des voix éraillées beuglaient, des chansons infâmes. Des bagarres y éclataient souvent. Aux alentours rôdaient des trognes avinées et effrayantes. En les croisant, il se serrait tout tremblant contre son père. Près de la taverne, la route était poussiéreuse et la poussière toute noire. La route serpentait et, 300 pas plus loin, contournait, à droite, le cimetière de la ville. Au milieu du cimetière se trouvait une église avec une coupole verte où il allait à l'office 2 fois par an avec son père et sa mère, lorsqu'on célébrait le service des morts à la mémoire de sa grand-mère, morte déjà depuis longtemps et qu'il n'avait jamais vue. Il prenait alors avec eux une koutia sur un plat blanc noué d'une serviette. La koutia était sucrée et des grains de raisin sec dessinaient une croix sur le riz. Il aimait cette église et les antiques icônes sans revêtement qui s'y trouvaient, ainsi que le vieux prêtre à la tête branlante. À côté du tombeau de sa grand-mère, recouvert d'une dalle, se trouvait la petite tombe de son frère puiné, mort à 6 mois et qu'il n'avait pas connu non plus ou dont il ne pouvait se souvenir. On lui avait appris qu'il avait eu un petit frère et chaque fois qu'il visitait le cimetière, il faisait respectueusement et religieusement le signe de la croix devant la tombe, s'inclinait et la baisait. Et voilà qu'il rêve. Lui et son père cheminent vers le cimetière et passent devant la taverne. Il s'accroche à la main de son père et jette des coups d'œil effrayés au cabaret. Une circonstance spéciale éveille son intérêt. Cette fois-ci, il y a des réjouissances. Il s'y presse une foule de bourgeoises parées, de paysannes accompagnées de leurs maris et toutes sortes de gens équivoques. L'ivresse est générale et tout le monde chante. Près du perron de la taverne se trouve une télègue, un de ces immenses fardiers traînés par des chevaux de trait et qui servaient au transport des marchandises et des tonneaux de vin. Il avait toujours aimé regarder ces formidables chevaux à longues crinières, aux grosses pattes, qui marchent tranquillement, d'un pas mesuré, entraînant toute une montagne derrière eux, comme s'il leur était plus aisé de traîner la charge que de ne pas la traîner. Mais maintenant, fait bizarre, à cette grande télègue est attelée une maigre petite rosse rouane,
une de ces rosses de paysans qui, il l'avait vu souvent, s'éreintent à traîner une grosse charge de bûches ou de foin, qui parfois s'enlisent dans la boue ou se coincent dans une ornière. Alors les paysans les fouettent si douloureusement, parfois même sur le museau ou les yeux, qu'il en a pitié. Si pitié qu'il est prêt à fondre en larmes et que sa maman, toujours, doit l'éloigner de la fenêtre. Et voilà qu'il entend un grand tapage. De la taverne sortent de vigoureux moudjiks, avec des cris, des chansons, des balalaïkas, des moujiks ivres, habillés de chemises rouges et bleues et de souquenilles jetées sur les épaules. « En voiture, tout le monde !» hurle l'un d'eux, un jeune homme avec un large cou et un visage charnu et rouge comme une carotte. « J'emmène tout le monde ! En voiture !» Mais des rires et des exclamations retentissent tout de suite. « C'est cette rosse-là qui va nous emmener ? N'es-tu pas fou, Mikolka, atteler cette petite jument à une telle télègue ? Ce Rouen-là, il a bien 20 ans, camarade. Montez, j'emmène tout le monde !» crie de nouveau Mikolka, sautant le premier dans la télègue, s'emparant des rênes et se dressant de toute sa taille à l'avant. « Le bey est parti tout à l'heure avec Matvei, crie-t-il de la télègue, et cette rosse, mes amis, me fait tourner les sangs. Pour un peu, je la tuerai. Une bouche inutile, voilà ce qu'elle est. Montez, vous dis-je, je la mettrai au galop, elle devra bien se mettre au galop. » Et il prend le fouet en main, se préparant avec joie à frapper la bête. « Montez donc, quoi ?» s'exclave-t-on dans la foule. « Vous voyez bien qu'elle galopera. » « Voilà bien 10 ans qu'elle n'a plus galopé. »« Elle galopera. Pas de pitié, les amis, prenez tous des fouets et allez-y. »« Vas-y, fouette-la !» Tout le monde s'entasse dans la télègue de Mikolka avec des cris et des rires bouffons. 6 hommes sont montés déjà, et il y a place encore. Ils emmènent une femme, grasse, rose. Elle est vêtue d'andrinople, porte une coiffe brodée de perles et est chaussée de souliers de paysanne. Elle casse des noisettes en riant doucement. Tout autour, dans la foule, on rit aussi. Comment ne rirait-on pas à l'idée de cette pauvre petite jument efflanquée qui va traîner toute cette charge au galop ? 2 jeunes paysans dans la télègue s'emparent de fouets pour aider Mikolka. On entend « Hu !» La rosse tire tant qu'elle peut, et non seulement ne se met pas au galop, mais ne parvient même pas à avancer au pas. Elle agite ses pattes, s'essouffle, ploie sous les coups des 3 fouets qui tombent en grêle sur ses flancs. La foule et les occupants de la télègue rient de plus belle, mais Mikolka rage et fouette la jument à coups redoublés, comme si vraiment il croit qu'elle se mettra au galop. « Laissez-moi monter aussi, les amis !» s'écrie un gars de la foule, séduit à son tour. « Grimpe, grimpez tous !» hurle Mikolka. « Elle emmènera tout le monde. Je la fouetterai jusqu'à ce qu'elle crève. » Et il frappe, et dans sa rage ne sait plus que faire pour la torturer plus encore. « Papa, papa !» crie Rodia à son père. « Papa, que font-ils ? Papa, ils frappent le pauvre petit cheval. »« Viens, viens, dit son père. Ils sont ivres. Ils s'amusent, les brutes. Viens, ne regarde pas. » Et le père veut l'emmener, mais il s'arrache de sa main et court comme un fou vers le petit cheval. La pauvre jument est déjà bien mal en point. Elle s'essouffle, s'arrête, fait un dernier effort et prête à tomber. « Fouette jusqu'à ce qu'elle crève !» crie Mikolka. « C'en est fait, qu'elle crève !»« Tu ne portes donc pas de croix au cou, démon !» crie un vieillard dans la foule. « As-tu jamais vu une pareille rosse devoir tirer une telle charge ?» ajoute un autre. « Tu l'éreinteras !» crie un troisième. « Touche pas, c'est mon bien, j'en fais ce qui me plaît. Montez encore, montez tous, je veux à toute force qu'elle se mette au galop. » Il y a tout à coup une explosion de rire. La jument ne peut plus souffrir les coups redoublés et, dans son impuissance, se met à ruer.
Même le vieux ne peut pas s'empêcher de sourire. Vraiment, a-t-on jamais vu cela? Une rosse aussi efflanquée se mettre à ruer? Deux gars de la foule saisissent des fouets et courent de part et d'autre de la jument pour la fouetter de plus belle. « Sur le museau! Frappe-la sur les yeux! Sur les yeux !» hurle Mikolka. « Une chanson, les amis !» crie quelqu'un de la télègue. On entend une chanson de Ribot, les tambourins, les sifflets accompagnent les refrains. La femme casse des noisettes et rit doucement. Rodia court vers le petit cheval, le dépasse et voit les coups de fouet s'abattre sur ses yeux même. Son cœur se serre, ses larmes coulent. Un coup de fouet l'atteint à la figure. Il ne sent rien, il crie, il s'élance vers le vieillard aux cheveux blancs qui secoue la tête et semble désapprouver tout cela. Une paysanne le prend par la main et veut l'entraîner, mais il se sauve et s'élance à nouveau vers le cheval. La jument est à bout de force, mais essaie encore de ruer. « Ah, toi, démon !» s'écrie Mikolka en proie à la rage. Il rejette le fouet, se baisse, extrait du fond du chariot un gros et long brancard, le prend par le bout et le soulève avec effort au-dessus de la bête. « Il la fendra !» crie-t-on tout autour. « Il la tuera !»« C'est mon bien !» hurle Mikolka. Et à toute volée, il abat le brancard. On entend un coup sourd. « Fouettez-la ! Fouettez ! N'arrêtez pas !» crient des voix dans la foule. Et Mikolka lève une deuxième fois le brancard et un deuxième coup s'abat sur le dos de la pauvre rosse. Sa croupe fléchit, mais elle se redresse et tire de ses dernières forces dans tous les sens. Mais de tous les côtés, une demi-douzaine de fouets s'abattent sans relâche sur elle. Le brancard se relève et retombe une troisième, puis une quatrième fois, régulièrement. La colère étouffe Mikolka parce qu'il n'a pas su la tuer du premier coup. « Elle est solide !» crie-t-on autour de lui. « La voilà qui va tomber, pour sûr, les amis. C'est la fin !» crie un amateur. « Une hache ! Il nous faudrait une hache, quoi. Finissons-en d'un coup !» crie un troisième. « Sacré nom ! Écartez-vous !» crie Mikolka à tue-tête. Il jette le brancard, fouille à nouveau dans la télègue et s'empare d'un levier de fer. « Gare !» hurle-t-il et, de toutes ses forces, il l'abat sur son pauvre cheval. Le coup porte. La petite jument vacille, se tasse, ébauche l'effort de tirer. Mais le levier retombe sur son dos et elle s'écroule comme si on lui avait coupé les 4 pattes d'un coup. « Achève !» hurle Mikolka en sautant comme un fou du chariot. Quelques gars, aussi rouges et aussi ivres que lui, se saisissent de n'importe quoi, du brancard, de fouets, de bâtons, et courent à la jument mourante. Mikolka se met sur le côté et continue à la frapper du levier sur le dos. La rosse tend le museau, exhale lourdement un dernier souffle et meurt. « Achevez !» crie-t-on alentour. « Pourquoi refusait-elle de galoper ?»« C'est mon bien !» crie Mikolka, tenant toujours son levier à la main et les yeux injectés de sang. Il est là, comme s'il regrettait de n'avoir plus rien à battre. « Pour sûr que tu n'as pas de croix au cou !» se met-on déjà à crier dans la foule. L'enfant ne se possède plus, il fend la foule, se précipite avec un cri sur le malheureux cheval, enlace sa tête inanimée et sanglante, embrasse ses yeux, ses lèvres. Puis, brusquement, il saute sur ses pieds et s'élance comme un fou sur Mikolka. À ce moment, son père, qui le cherchait depuis longtemps, le saisit enfin et l'emmène loin de là. « Viens, viens, lui dit-il, viens à la maison. »« Papa, pourquoi ? Ont-ils tué le pauvre cheval ?» Les sanglots lui coupent la respiration et les mots s'échappent comme des cris de sa poitrine oppressée. « Ils sont ivres, ils s'amusent. Tout cela ne nous regarde pas. Viens, dit le père. Rodia se blottit contre lui, mais un poids lui oppresse la poitrine. Il veut reprendre son souffle, crier, et se réveille. Il était baigné de sueur, essoufflé, les cheveux humides.
Il se souleva, épouvanté. « Dieu merci. Ce n'était qu'un rêve, » dit-il en s'asseyant sous un arbre, cherchant à reprendre haleine. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Un rêve aussi ignoble ? Vais-je avoir une mauvaise fièvre ? Tout son corps était comme brisé. Il se sentait l'âme trouble et assombrie. Il s'appuya des coudes sur les genoux et se mit la tête dans les paumes des mains. « Mon Dieu !» s'exclama-t-il. « Est-il possible, est-il vraiment possible que je prenne réellement une hache, que je la frappe à la tête, que je fende son crâne, que je glisse dans du sang poisseux et tiède, que je brise le cadenas, que je vole en tremblant, et que je me cache, tout couvert de sang, avec la hache ? Mon Dieu, vraiment !» Il frémissait en prononçant ces paroles. « À quoi pensais-je » continua-t-il, penchant à nouveau la tête comme profondément stupéfait. « Je savais bien que je ne le supporterais pas, alors pourquoi me suis-je torturé jusqu'à présent ? Hier même, quand je suis allé faire cet essai, hier même, j'ai clairement compris que je ne supporterais pas. À quoi pensais-je ? Pourquoi ai-je douté jusqu'ici ? Hier, en descendant l'escalier, je me suis dit que c'était vil, lâche, bas, abject. La seule idée de la réalité m'avait donné la nausée et m'épouvantait. Non, je ne le supporterai pas. Je ne le supporterai pas. Admettons qu'il n'y ait aucune erreur dans mes calculs. Admettons même que tous les calculs établis au cours du mois précédent soient clairs comme le jour et soient exacts comme l'arithmétique. Mon Dieu, mais même dans ce cas, je ne me déciderai pas. Je ne puis le supporter. Je ne le supporterai pas. Pourquoi ? Pourquoi, jusqu'ici ? Se levant, il jeta un regard surpris autour de lui, comme s'il était décontenancé de s'être égaré là, et il s'achemina vers le pont T. Son visage était livide, ses yeux luisaient, ses membres étaient endoloris. Mais il put tout à coup respirer librement. Il se sentit l'âme légère et paisible, libéré de la lourde charge qui l'écrasait depuis si longtemps. « Mon Dieu !» suppliait-il, « montre-moi ma voie, et moi, je renonce à ce rêve de damné !» Passant le pont, il regarda avec calme et douceur la Neva et l'éclat splendidement rouge du soleil couchant. Malgré son épuisement, il ne sentait même pas la fatigue. C'était comme si l'abcès de son cœur, mûrissant depuis 1 mois, venait de crever. La liberté ! La liberté ! Il était maintenant libéré de cet enchantement, de cette fascination, de cet envoûtement. Plus tard, quand il se souvint de tout ce qui lui était arrivé ces jours-là, de minute en minute, de point en point, il fut toujours saisi d'un étonnement superstitieux en souvenir d'une certaine circonstance, du reste nullement extraordinaire, mais qui lui sembla alors comme quelque prédétermination de son destin. Il ne comprit jamais pourquoi, harassé comme il l'était et ayant toutes les raisons de rentrer en droite ligne chez lui, il passa par la place Senoï, où il n'avait que faire. Le crochet n'était pas long, mais absolument inutile. Évidemment, il lui était arrivé des dizaines de fois de rentrer chez lui sans se souvenir du chemin qu'il avait pris. Mais pourquoi, se demanda-t-il toujours, la rencontre si décisive et au plus haut point fortuite qui eut lieu place Senoï, où, encore une fois, il n'avait que faire, pourquoi cette rencontre se produisit-elle précisément à cette heure, à cette minute de son existence, quand son esprit était ainsi disposé et quand les circonstances étaient telles que seule cette rencontre pouvait produire l'effet le plus décisif et le plus définitif sur toute sa destinée, comme si elle y avait attendu. Il était près de 9 heures lorsqu'il passa place Senoï. Les marchands des échoppes et des étalages en plein air, ainsi que les commerçants qui tenaient les grandes et les petites boutiques, fermaient leurs établissements, enlevaient et rangeaient leurs marchandises et s'en allaient chez eux, comme les clients, d'ailleurs. Il y avait une foule de loqueteux, de gagnes-petits de toute espèce qui se tenaient près des gargotes, dans les sous-sols, à l'intérieur des cours sales et puantes des maisons de la place Senoï, et surtout près des tavernes.
Raskolnikov avait une préférence pour cet endroit et pour les ruelles avoisinantes, quand il sortait sans but déterminé. Ici, ces guenilles n'attiraient pas de regards méprisants, et l'on pouvait y circuler vêtu de n'importe quoi sans scandaliser personne. Au coin de la ruelle K, un bourgeois et sa femme étalaient, sur 2 tréteaux, de la mercerie. Ils y vendaient des fils, des rubans, des mouchoirs d'indienne, etc. Ils allaient partir également, mais s'étaient attardés en causant avec une personne de leur connaissance qui s'était approchée. Cette personne était Lizaveta Ivanovna, ou, plus simplement, Lizaveta, comme tout le monde l'appelait, la sœur cadette de cette même vieille Alona Ivanovna, la veuve du contrôleur, la prêteuse sur gage que Raskolnikov avait été voir hier pour engager sa montre et faire son essai. Il y avait longtemps qu'il savait tout à propos de cette Lizaveta, et celle-ci le connaissait un peu. C'était une fille de 35 ans, grande, lourdaude, timide, humble et à demi idiote, maintenue dans un esclavage complet par sa sœur, qui l'obligeait à travailler nuit et jour, qui la faisait trembler et même la battait. Elle restait debout, avec son baluchon, à hésiter devant le bourgeois et la femme, et les écoutait avec attention. Ceux-ci lui expliquaient quelque chose avec vivacité. Lorsque Raskolnikov l'aperçut, il fut envahi par une étrange sensation pareille à une profonde stupéfaction, quoiqu'en somme la rencontre n'eût rien d'anormal. « Il faut que vous décidiez cela vous-même, Lizaveta Ivanovna, » disait le marchand à haute voix. « Venez demain vers les 7 heures. Eux viendront aussi. »« Demain ?» dit Lizaveta d'une voix indécise et traînante. « Faut-il qu'elle vous fasse peur, Alona Ivanovna ?» dit subitement la femme du marchand, une petite commère délurée. « Vous êtes pareille à une enfant. Et après tout, ce n'est pas votre sœur, ce n'est que votre demi-sœur. Comment peut-elle vous asservir ainsi ? Cette fois-ci, ne dites rien à Alona Ivanovna, venez sans autorisation. L'affaire est avantageuse. Plus tard, votre sœur comprendra. »« Oui, je viendrai bien. » »« Vers les 7 heures, demain. Ils viendront également, et vous pourrez décider vous-même. »« Et nous mettrons le samovar à bouillir, » ajouta la femme. « C'est bon, je viendrai, » mâchonna Lizaveta, hésitante. Puis elle se mit lentement en route. Raskolnikov avait déjà dépassé le groupe et n'entendit plus rien. Il passa doucement, imperceptiblement, essayant de ne pas laisser échapper un seul mot de la conversation. Sa stupéfaction première se mua peu à peu en horreur. Un frisson glacé lui passa dans le dos. Il venait d'apprendre soudainement et d'une façon absolument inattendue que demain, à 7 heures du soir, Lizaveta, la sœur et l'unique compagne de la vieille, serait absente, et que, par conséquent, celle-ci, à 7 heures précises, serait seule chez elle. Il ne lui restait plus que quelques pas à faire pour rentrer chez lui. Il arriva dans son réduit comme un condamné à mort. Il ne réfléchissait plus à rien. Il en était incapable. Il sentit, de tout son être, qu'il n'avait plus ni volonté ni raison, et que tout était décidé sans appel. Il était évident que, dût-il attendre l'occasion pendant des années, il ne pouvait compter faire un pas plus assuré vers le succès de son projet que celui qu'il venait de faire maintenant. De toute façon, il lui aurait été malaisé, la veille, d'apprendre, avec plus de précision et moins de risque, sans recherche ni question dangereuse, que le lendemain, à telle heure, la vieille femme contre laquelle il méditait un attentat serait toute seule chez elle.